Pour les soldats allemands qui attendaient le début de l'opération Barbarossa, l'Union soviétique était un mystère complet. Depuis la Révolution, on avait publié très peu d'informations fiables, et celles qui circulaient étaient déformées par la propagande, qu'elle soit favorable ou hostile. La seule certitude était qu'il s'agissait d'une dictature, ce qui supposait un gouvernement rigide et autoritaire. On croyait aussi que le niveau de vie en URSS était bien inférieur à celui de l'Occident. L'image répandue montrait les Russes comme des prisonniers d'un système dur et arriéré, gouverné d'une main de fer et rempli de privations. Ainsi, pour le soldat allemand de 1941, l'ennemi était une inconnue. Un pays fermé, pauvre et dominé par un régime impitoyable. Les Allemands considéraient le système politique et économique communiste comme plus restrictif que celui sous lequel ils vivaient eux-mêmes. Et à cela s'ajoutait un élément racial, puisque beaucoup jugeaient évident que les peuples slaves étaient une race inférieure. Puisque tous les Slaves étaient considérés comme inférieurs, on supposait que les conditions en Russie, patrie des Slaves, devaient être encore plus primitives que dans les autres nations slaves ayant eu un contact avec l'Occident. Le niveau de vie en Pologne, pays que l'armée allemande avait vaincu 2 ans auparavant, fut filmé et commenté par la machine de propagande allemande, afin de démontrer de manière concluante, à quiconque doutait encore du dogme de la race supérieure, que les Slaves étaient inférieurs et vivaient dans des conditions arriérées, simplement parce qu'ils étaient inférieurs. Cependant, la plupart des Allemands, comme la plupart des gens ailleurs, connaissaient très peu l'Union soviétique. Ils savaient que, géographiquement, c'était un immense territoire couvrant presque 1/6 de la surface terrestre du globe. Mais en Russie, ils n'étaient pas préparés au sentiment de découragement que provoquait la conscience de cette terrible immensité. Ils n'étaient pas préparés aux champs de tournesol qui s'étendaient sur des kilomètres, des blocs homogènes de couleurs avançant jusqu'aux horizons lointains. Il y avait des champs de maïs d'une taille inimaginable et d'immenses forêts qui, par la densité de leur végétation, ressemblaient à de véritables jungles. Certaines forêts étaient si impénétrables que la plupart des troupes allemandes ne pouvaient avancer que de quelques centaines de mètres à l'intérieur. Les soldats n'étaient pas non plus préparés aux marais, l'un des obstacles naturels les plus remarquables de la Biélorussie centrale et nord-ouest, des marais si vastes qu'ils équivalaient à 2 provinces de leur patrie allemande. Ils rencontrèrent des rivières sans digues, sujettes aux crues, dont les eaux s'étendaient sur le paysage plat et monotone, élargissant pendant des mois la zone marécageuse déjà immense. Tel était le terrain. Un autre grand contraste entre l'Allemagne et la Russie résidait dans les conditions climatiques. En Allemagne, il y avait certes des hivers froids et des étés chauds, mais pas les différences extrêmes de température que l'on rencontrait en Union soviétique, le froid glacial de 30 ou 40 degrés sous zéro, la chaleur brûlante de l'été lorsque les températures atteignaient des niveaux insupportables. Ces 2 phénomènes étaient étrangers. Une question soulevée dans les années d'après-guerre fut de savoir si les terribles épreuves subies par l'armée allemande durant le premier hiver épouvantable auraient pu être évitées, ou du moins atténuées, si le réseau routier et ferroviaire russe avait été plus développé et capable de compenser les conditions climatiques. Si l'OKH avait eu la capacité d'amener des troupes fraîches en ligne ou de retirer celles épuisées par les privations, alors cette mobilité aurait pu contribuer grandement à soutenir l'armée allemande. Peu d'Européens occidentaux ont une idée précise des véritables habitudes et du mode de vie des Soviétiques sur le front de l'Est. À l'exception de la résistance résolue, généralement amère et souvent fanatique de l'armée rouge, la plupart des troupes allemandes découvrirent qu'elles furent accueillies avec chaleur et acclamation par la population des provinces les plus occidentales de la Russie, dont les habitants étaient autrefois citoyens des États libres et indépendants de Pologne, de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie. Ces nations avaient perdu leur liberté à la suite de l'occupation soviétique de 1939, et nombre de leurs peuples considéraient que la domination soviétique avait été dure, répressive et brutale. Ainsi, lorsque les premières colonnes d'infanterie et de blindés allemands traversèrent ces terres, de nombreux Baltes et Polonais les reçurent comme des libérateurs. Et cet accueil ne se limita pas à ces pays. Dans certaines régions de l'Union soviétique elle-même, notamment en Ukraine, en Géorgie et dans le Caucase, la même situation se produisit et, de toutes ces républiques, surgirent de nombreux volontaires prêts à se joindre à la cause allemande contre la tyrannie du système communiste.
Cette expression de rébellion contre le gouvernement central et élu fut difficile à assimiler pour les soldats allemands, bien qu'ils crussent à l'idée que la grande masse des peuples soviétiques aspirait à être libre. Les simples soldats ne pouvaient concevoir qu'une chose semblable puisse se produire en Allemagne, que les habitants de leur province puissent accueillir avec enthousiasme une invasion étrangère uniquement pour rejeter le gouvernement du Reich. Ils ne comprenaient pas totalement les acclamations qui leur étaient adressées, bien qu'ils les apprécient certainement. Après tout, c'était mieux que de devoir se battre pied à pied à chaque étape du chemin. C'était alors le temps où l'on jetait des fleurs sur les véhicules allemands qui passaient, où l'on plaçait des seaux d'eau ou de lait devant les maisons pour rafraîchir les hommes des colonnes poussiéreuses et en sueur en marche. C'étaient les jours d'enthousiasme où les villageois s'alignaient le long des routes en tenant bien haut leur Bible familiale, leurs images religieuses et leurs crucifix domestiques pour bénir les troupes allemandes qui, pensaient-ils, allaient entreprendre une croisade contre le communisme athée. Nombreux étaient les simples paysans pieds nus qui montraient ou caressaient les croix noires sur les camions allemands, se convainquant que les hommes dont l'armée portait ce symbole sacré sur leurs véhicules étaient des alliés en Christ. Là où les colonnes allemandes s'arrêtaient pour passer la nuit, les dignitaires locaux sortaient accueillir le commandant des troupes. Les jeunes filles, généralement vêtues de costumes nationaux, offraient des présents de pain et de sel, l'offrande traditionnelle pour souhaiter la bienvenue aux hôtes d'honneur. On buvait de la vodka. Il pouvait même y avoir des chants et des danses. C'étaient les jours d'autrefois. Avec un grand optimisme, l'infanterie jeune de cœur, forte de corps et convaincue de ses capacités, marchait vers l'Est pour suivre les directives de son Führer, en voyant l'énorme masse de canons et de chars qui les accompagnaient et les flottes d'avions argentés survolant le ciel, prêts à écraser l'ennemi où qu'il se trouve. Les soldats se demandaient « Comment une campagne soutenue par une telle puissance pourrait-elle échouer ?» Le passé de victoires remportées par leur armée lors des campagnes précédentes nourrissait cet optimisme, et l'accueil de la population locale constituait une preuve convaincante que ces gens désiraient se libérer du joug communiste. Cet enthousiasme civil était ce dont les soldats allemands parlaient le plus, et ils trouvaient difficile de concilier le fait que, bien que les civils les accueillissent comme des libérateurs, les forces de l'arrière-garde de l'armée rouge combattaient jusqu'au dernier homme et que, derrière la ligne allemande, dans ces régions où ils avaient été bien reçus, surgissait une activité partisane soutenue par des civils, provoquant des actions d'une telle brutalité que tout acte de clémence pouvait être interprété comme une aide à l'ennemi. De nombreux commandants, officiers et soldats, confrontés à des situations pour lesquelles on ne leur avait donné ni solution ni directive ferme et qui exigeaient des résultats immédiats, optèrent pour ce qui paraissait être la solution la plus simple, l'exécution et la répression. Ainsi, l'espoir initial d'être accueillis comme des sauveurs se transforma rapidement en une guerre brutale de résistance et de vengeance, où les illusions de libération furent étouffées par la rudesse du conflit et la logique d'une violence sans limite. La répression engendre la résistance, la terreur engendre une contre-terreur, le fanatisme réveille un fanatisme encore plus grand. Ainsi, ceux qui avaient combattu comme infanterie de première ligne et qui, dans les premiers mois et années de la guerre sur le front de l'Est, avaient avancé au milieu des acclamations des paysans, découvrirent dans leur amère retraite vers l'Ouest que ces mêmes civils étaient prêts à les attaquer, les tuer, les torturer s'ils étaient capturés vivants et à collaborer pleinement avec le régime dont, au départ, ils avaient espéré être délivrés. Aux premières heures du 22 juin 1941, un dimanche matin ensoleillé, la Wehrmacht franchit la frontière. Il n'y avait pas eu de déclaration de guerre, ce fut une attaque surprise. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles il semblait que les troupes allemandes allaient bientôt ajouter l'Union soviétique à leur liste de conquêtes. Staline avait été averti à plusieurs reprises des préparatifs de l'opération Barbarossa, mais il avait systématiquement refusé de mettre l'armée rouge en état de défense. À la place, son haut commandement avait concentré la majeure partie de ses forces à la frontière, car la doctrine soviétique stipulait qu'en cas d'attaque, l'armée devait immédiatement porter la guerre sur le territoire ennemi. Cependant, ou précisément pour cette raison, les 4 groupes de panzer allemands réussirent à percer rapidement les positions soviétiques, à former les premiers chaudrons, c'est-à-dire des encerclements d'armées ennemies, et à avancer de 400 km à l'intérieur du territoire soviétique en l'espace d'une seule semaine.
Pour les armées d'infanterie allemandes qui marchèrent derrière en cet été chaud et poussiéreux, cela signifiait marcher, continuer à marcher, puis nettoyer un chaudron après l'autre. Les prisonniers soviétiques se comptaient bientôt par centaines de milliers. La direction allemande était exultante. Avant le déclenchement de la guerre, elle avait eu une crainte persistante que les unités ennemies, comme en 1812, se replient à l'intérieur de leur pays et refusent de livrer bataille. Cela, de toute évidence, ne s'était pas produit. Au contraire, la dureté de la résistance soviétique semblait confirmer les suppositions sur lesquelles avait été bâtie la stratégie allemande. Le 28 juin, les troupes allemandes conquirent Minsk, la capitale de la Biélorussie. Le 15 juillet, elles étaient déjà aux portes de Smolensk. En 3 semaines, la distance entre le groupe d'armées centre et Moscou s'était réduite de plus de 1000 à environ 350 km. « Dans notre esprit, nous voyons déjà les tours du Kremlin », s'exclamaient les membres d'un régiment d'infanterie allemand. Même le chef d'état-major allemand, Franz Halder, croyait au début de juillet que la campagne contre la Russie serait gagnée en quelques semaines. Il n'était pas le seul à partager cette opinion. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, l'armée soviétique était déjà considérée comme perdue. Un général britannique écrivit « Je crains qu'il ne soit acculé comme du bétail ». Mais cette croyance contredisait toute expérience militaire. Selon l'ancienne règle, seule une supériorité de 3 contre 1 peut assurer la victoire. Comme dans ce cas, les défenseurs conservaient en fait la supériorité numérique et continuaient en général, quoique pas toujours, à combattre avec dureté et amertume, les troupes allemandes, avançant toujours plus dans le vide interminable de la steppe, commencèrent à remporter leur victoire à bout de force. Cela se voyait dans leurs pertes, particulièrement graves lors des batailles pour percer les lignes soviétiques en prélude à l'encerclement, et cela se voyait aussi dans l'état de leur matériel. Peu après, davantage de véhicules allemands se perdaient à cause de la poussière, de la boue et des routes catastrophiques que par l'action de l'ennemi. En août 1941, un officier d'une division d'infanterie allemande nota que l'Est commençait à montrer son vrai visage. Les armées allemandes n'étaient pas préparées à ce qu'elles rencontraient désormais. Les réserves de tout étaient rares et les approvisionnements en carburant, rations, munitions et pièces de rechange, sans parler des véhicules eux-mêmes, commencèrent à s'épuiser après seulement quelques semaines. Une bataille décisive ne semblait plus probable et les Allemands commençaient à perdre leur enthousiasme pour le mot Blitzkrieg, la guerre éclair. Lorsque le chef d'état-major, Halder, fut contraint d'avouer le 11 août que nous avons sous-estimé le colosse russe, la consternation parmi la direction était déjà palpable. Même alors, ils n'étaient plus vraiment sûrs de ce qu'il fallait faire ensuite. S'ensuivirent de vives discussions au quartier général du Führer sur les futurs points focaux de l'offensive allemande. Cette question, comme tant d'autres, était restée initialement sans réponse. Alors que Hitler voulait avant tout occuper les centres soviétiques d'industrie et de matières premières et favoriser donc les 2 flancs des 3 groupes d'armées plus ou moins également forts, c'est-à-dire Nord et Sud, il était clair pour ses conseillers militaires que cela ne pouvait être réalisé avant d'obtenir une victoire décisive sur le champ de bataille. Seule une attaque contre Moscou, le centre de l'immense empire soviétique, semblait capable de la fournir. Il ne fait aucun doute que la perte de la capitale aurait représenté un coup puissant pour l'ennemi soviétique. Cependant, il semble également discutable qu'une guerre d'une telle ampleur et nature ait pu être résolue par une seule manœuvre décisive. C'était presque comme si les commandants militaires allemands, dans un état proche du désespoir, s'accrochaient à cet objectif tangible uniquement pour donner un sens à une campagne de plus en plus ingérable, et pas seulement cela. Pour les soldats épuisés et désillusionnés, déjà totalement lassés de la Russie, comme l'un d'eux l'avait écrit dès août, Moscou représentait un objectif grand et apparemment convaincant. Son nom était une promesse de victoire et peut-être même d'une fin rapide du conflit. La capacité d'Hitler à s'imposer à ses conseillers dans l'élaboration de ses plans démontre à quel point il dominait déjà aussi la stratégie opérationnelle. Lorsqu'en août, il déplaça le point focal de l'offensive allemande de Moscou vers le sud-est, cela se traduisit par un autre grand succès pour la Wehrmacht, du moins en apparence. Dans une poche près de Kiev, 665 000 autres soldats de l'armée rouge déposèrent les armes fin septembre. Ce fut l'une des défaites les plus grandes et complètes de l'armée rouge.
Mais ni cela, ni la conquête de la capitale ukrainienne ne fournirent de tournant militaire. En septembre, le Führer, de plus en plus déconcerté, décida d'attaquer Moscou malgré tout, bien que les conditions aient changé et que l'année soit déjà bien avancée. Ce n'est que le 2 octobre 1941 que l'armée de l'Est fut en position de lancer son prétendu assaut final. 78 divisions, près de 2 millions d'hommes, s'étaient rassemblées au centre pour l'opération Typhon. Le chef d'état-major Halder écrivit que le moment était enfin venu de briser l'échine de l'armée rouge. Et en effet, au 20 octobre, le côté soviétique avait perdu 673 000 soldats et près de 1300 chars dans les batailles jumelles de Vyazma et Bryansk. En décembre, certaines unités allemandes avaient réussi à percer jusqu'à moins de 30 km de la capitale soviétique. Mais il devenait désormais évident à quel point l'offensive avait gravement épuisé l'armée de l'Est allemande. Le changement de climat à l'automne avait déjà compliqué les choses. La pluie puis la neige transformèrent les routes russes en un bourbier gris et sans fond dans lequel s'enfonçaient des armées entières. À la mi-octobre, tout le groupe d'armées centre était complètement enlisé dans la boue et la fange, comme le nota avec dégoût son commandant en chef, le maréchal Fedor von Bock. En novembre, l'hiver arriva, apportant la catastrophe avec lui. Comme le haut commandement n'avait prévu des provisions hivernales que pour une petite armée d'occupation, la plupart des soldats allemands continuèrent à combattre dans leurs uniformes d'été usés. L'un d'eux décrivit ainsi son existence quotidienne. Les hommes se réveillent vers 3 ou 4 heures du matin et se préparent à partir en marche, généralement sans se laver, car l'eau est trop loin et il n'y a ni temps ni lumière. La marche continue toute la journée jusqu'à tard dans la nuit, de nouveau dans l'obscurité, souvent vers 9 ou 10 heures, lorsque les hommes arrivent à leur logement et doivent s'occuper des chevaux et préparer les écuries avant de se rendre à la cuisine de campagne pour recevoir leurs rations, puis se coucher pour dormir. Cependant, les soldats étaient de plus en plus poussés vers l'Est par leur commandant, sous l'espoir présumé que l'ennemi soviétique avait déjà été essentiellement vaincu et que la seule chose nécessaire était une dernière et décisive bataille d'anéantissement. Depuis l'hiver 1941 à 42, l'armée de l'Est vivait au jour le jour, tant sur le plan militaire que logistique. Leur situation était définie par l'improvisation continue qui leur avait permis de retarder la grande catastrophe militaire jusqu'à l'été 1944. Ce qui sauvait à plusieurs reprises les divisions combattant à l'Est était leur cohésion et leur compétence professionnelle, ainsi qu'un bon commandement des troupes. Cela compensait beaucoup de choses, leurs pertes horribles, leur immobilité croissante, les ordres de plus en plus absurdes du quartier général du Führer et enfin la supériorité croissante de l'adversaire. Dès 1941, un commandant de régiment allemand trouvait les combats si féroces que les soldats allemands survivants étaient devenus une troupe aussi puissante que rarement nous avons eu. Ils étaient exceptionnellement cohésifs et les désertions restaient très rares sur le front de l'Est jusqu'à l'hiver 1944 à 45. Les raisons en étaient sans doute une discipline stricte et l'obéissance, ainsi qu'un ennemi que la plupart des Lancers, les soldats ordinaires, craignaient à juste titre. Encore plus efficaces étaient les attitudes qui garantissaient leur engagement continu envers des idéaux tels que la camaraderie, le courage et la patrie, et par conséquent envers le monde de l'organisation militaire. À tout cela s'ajoutait le mensonge diffusé par les propagandistes allemands selon lequel l'attaque contre l'Union soviétique avait été un coup préventif, ce qui a été cru longtemps, notamment sous l'influence d'une idéologie nazie dont les mécanismes de manipulation sociale avaient laissé leur empreinte, surtout sur les jeunes soldats. La vision que les soldats de la Wehrmacht avaient était beaucoup plus large et complexe que ce que l'on pourrait supposer à première vue. Cette diversité était en partie due au fait que l'armée était composée d'hommes de différentes générations, chacun marqué par des expériences différentes. Mais ce qui était encore plus déterminant, c'était la façon dont ces perceptions évoluaient sous le poids d'une guerre dont la réalité démentait jour après jour les promesses grandioses de la propagande nazie. En fin de compte, ce qui prédominait dans la conscience de nombreux combattants était la certitude, ou du moins le soupçon, d'une culpabilité partagée, que ce soit sur le plan personnel ou national. À cela s'ajoutait la conviction qu'à ce moment-là, ils devaient protéger leur propre foyer de la menace bolchevique, car le front avait atteint les portes mêmes de l'Allemagne.
Cette idée aide à comprendre pourquoi l'armée de l'Est ne s'est pas effondrée, même dans les phases les plus critiques du conflit. Cependant, il est erroné d'attribuer les décisions des soldats uniquement à leur volonté ou à leur manière de penser. En réalité, ils étaient profondément conditionnés par des forces externes beaucoup plus puissantes, la structure militaire rigide, le poids de la dictature et une guerre qui les maintenait piégés dans une situation peu différente de celle de leurs adversaires soviétiques. On oublie souvent que les envahisseurs allemands n'ont pas combattu seuls en Union soviétique. À leur côté se trouvaient de nombreux alliés venus de toute l'Europe. En 1943, sur 3 hommes en uniforme dans le camp allemand, un n'était pas allemand. Il est difficile d'imaginer une armée plus colorée à l'époque médiévale, a déclaré un médecin allemand de son escadron de cavalerie de l'Est, recruté parmi des prisonniers de guerre de l'armée rouge. Il y a eu diverses raisons pour lesquelles l'armée de l'Est est devenue une force internationale. Ce fut la conséquence à la fois d'accords étatiques et de décisions individuelles, et elle s'est ainsi constituée avec des troupes alliées, des volontaires européens et des collaborateurs locaux. Cela n'avait pas été prévu. En particulier, dans une guerre comme celle-ci, Hitler voulait conserver la plus grande liberté de décision possible, ce qui impliquait de ne pas avoir à compter sur des alliés qui, selon l'expérience, se révélaient souvent faibles ou problématiques. Seuls 2 États étaient censés participer réellement à la grande conquête de l'Est, la Finlande et la Roumanie. Bien que les 2 poursuivaient des intérêts territoriaux à l'intérieur de l'Union soviétique, ils n'intervenaient pas dans la sphère allemande car ils étaient engagés uniquement dans les zones périphériques du front de l'Est, dans des régions qui auraient de toute façon posé des difficultés à la Wehrmacht. Ainsi, les armées roumaines et surtout finlandaises ont maintenu un niveau d'autonomie relativement élevé. Les autres partenaires que Hitler souhaitait, la Turquie et la Bulgarie, furent assez avisés pour rester en dehors de cette entreprise. La Turquie complètement, la Bulgarie dans une large mesure. Il y avait peu de place pour d'autres alliés dans les plans de Hitler pour son futur Lebensraum. Cela compliquait les choses, surtout parce que l'invasion allemande de l'URSS était très populaire dans certaines parties de l'Europe. Elle suscitait un fort élan anti-bolchevique, une passion pour la guerre et une cupidité ouverte pour le butin de la conquête. Votre décision d'attaquer la Russie a été accueillie avec un enthousiasme extraordinaire en Italie, télégraphia Mussolini à Hitler à l'été 1941. L'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Croatie, tous alliés officiels de l'Allemagne, n'ont pas manqué l'occasion de voir leur division être parmi les premières à entrer sur le théâtre soviétique. Avec des troupes majoritairement de 3e catégorie en matière d'entraînement et d'équipement, elles ont d'abord été reléguées dans l'ombre des grands événements militaires. Ce n'est qu'en 1942, lorsque la direction allemande a pris conscience de sa dépendance à l'aide extérieure, que des armées entières de Roumains, d'Italiens et de Hongrois ont été intégrées à la 2e offensive allemande. Ils ont dû payer un prix élevé pour se retrouver si désespérément éloignés de l'action, et leurs partenaires allemands ont rarement montré de la gratitude pour leur contribution. Après le désastre de Stalingrad, il a été amèrement constaté du côté italien que leurs propres soldats étaient morts de faim, tandis que les Allemands n'apportaient aucune aide minimale. Si un soldat italien s'approchait d'une cuisine allemande pour demander un peu de nourriture ou d'eau, il était accueilli par des coups de pistolet. Au total, 800 000 Hongrois, 500 000 Finlandais, 500 000 Roumains, 250 000 Italiens, 145 000 Croates et 45 000 Slovaques ont combattu en Union soviétique. La plupart étaient là parce qu'ils avaient reçu l'ordre de le faire. Le pays que la Wehrmacht a envahi à l'été 1941 semblait presque sans fin, et c'était une autre des raisons de la défaite allemande. 21,8 millions de kilomètres carrés, un 1/6 des terres, comme la propagande soviétique aimait le rappeler fièrement. La Wehrmacht était tout aussi impressionnée par la taille de l'Union soviétique que par son climat. La majeure partie était classée dans la zone tempérée, avec de plus petites zones arctiques, subarctiques et subtropicales, ce qui signifiait que les étés étaient parfois supportables pour les combattants, mais pouvaient aussi apporter une chaleur accablante, de la poussière étouffante et la sécheresse, ou à l'inverse des pluies catastrophiques, de la boue sans fin et des essaims de moustiques. L'hiver, cependant, était uniformément terrible. Il se faisait sentir chez tous les soldats,
qu'ils soient déployés en Laponie ou en Crimée, et étaient particulièrement difficiles à supporter car de vastes parties de l'Union soviétique restaient presque sauvages et beaucoup moins peuplées que le Reich allemand. En Allemagne, il y avait 131 personnes par kilomètre carré, en Ukraine 69, en Biélorussie 44 et en Russie, proprement dite, à peine 7. Cependant, la population soviétique totale était énorme. En 1939, elle comptait 167 millions de personnes. En 1941, elle avait atteint 194 millions, en grande partie à cause des annexions. Cela posait à la Wehrmacht un problème sérieux. Comment mener une guerre contre un ennemi dont les ressources humaines étaient pratiquement inépuisables? La nature de la société soviétique offrait en revanche aux stratèges allemands un grand avantage et une solution possible au problème. Elle n'était pas ethniquement homogène, mais divisée en environ 60 peuples et 100 groupes plus petits. Pendant la Première Guerre mondiale, le camp allemand avait tenté, non sans succès, de retourner les peuples de l'Empire russe contre lui grâce à des politiques de soutien au mouvement d'indépendance nationale. C'était une stratégie que le haut commandement allemand aurait pu utiliser à nouveau. Il aurait pu le faire, c'est-à-dire que Hitler et ses partisans avaient des plans très différents pour ces populations. Cependant, surtout dans les régions les plus reculées de l'Empire soviétique, il existait une disposition latente à coopérer avec les Allemands qui n'était pas uniquement due au nationalisme. Une autre raison résidait dans ce que les populations avaient vécu sous la domination de leurs dirigeants bolcheviques. Apprendre des leçons était quelque chose qu'Hitler n'était pas disposé à faire. Il ne s'écarterait pas de son principe d'augmenter les enjeux face aux risques. Après que l'armée de l'Est ait subi, en 1942, des pertes de plus d'1 million de morts, blessés et disparus, une attaque sur l'ensemble du front n'était plus possible. À la place, il y aurait une offensive dans un secteur du Sud. Toutes les réserves et tous les approvisionnements disponibles furent rassemblés. Lorsqu'ils s'avéraient insuffisants, les alliés de l'Allemagne devaient combler le manque. Le temps pressait, car depuis le 11 décembre 1941, le Reich allemand était également en guerre contre les États-Unis. S'il y avait une chance pour le Reich, pensait Hitler, elle résidait dans le Caucase. Avant que la production d'armement américaine ne fonctionne à pleine capacité, le Reich allemand annexerait le potentiel militaire de l'Union soviétique. Pour ce faire, l'offensive d'été fut planifiée en 2 phases. D'abord avancer vers la Volga à Stalingrad, puis, après avoir consolidé un front orienté vers l'Est, se tourner vers le Caucase afin de s'emparer des champs pétrolifères soviétiques. Sans eux, espérait l'Allemagne, l'Union soviétique s'effondrerait. L'offensive allemande commença le 28 juin 1942. Après une série de batailles préliminaires autour de Kharkov, Izium et sur la péninsule de Crimée, que les Allemands occupaient dès le 1er juillet, 4 armées allemandes, soutenues par des divisions hongroises, roumaines et italiennes, lancèrent l'opération Bleue. Une fois de plus, les attaquants remportèrent des conquêtes territoriales rapides. Mais désormais et de plus en plus fréquemment, leurs offensives s'étendaient vers un immense vide, car Staline, après une longue hésitation, avait enfin donné à ses commandants l'autorisation d'un retrait tactique. Étant donné le faible nombre de prisonniers soviétiques capturés, le maréchal von Bock commenta qu'il existait un danger d'avoir frappé dans le vide. Hitler n'était pas réceptif à de tels doutes et permettait de moins en moins d'interventions extérieures dans sa direction opérationnelle. Convaincu que l'adversaire était déjà vaincu, Hitler choisit de diviser son offensive, envoyant ses armées parallèlement vers Stalingrad et le Caucase, au lieu de les concentrer l'une après l'autre. Au début, cet ordre risqué ne semblait pas ralentir l'avance allemande. À travers de denses tourbillons de poussière, les colonnes avancèrent toujours plus vers l'est, traversant la steppe interminable, pénétrant en Asie fin juillet et atteignant début août les raffineries en ruine et encore fumantes de Maïkop. Le 22 du mois, les troupes de montagne du Reich réussirent à planter le drapeau de guerre au sommet de l'Elbrouz, le point culminant du Caucase. Quelques jours plus tard, les premiers détachements de reconnaissance de la 6e armée atteignaient les rives de la Volga, au nord de Stalingrad. Jamais les Allemands n'avaient étendu leur domination sur un espace aussi immense. Mais à ce moment, la machine offensive s'arrêta. Le commandement allemand avait entièrement épuisé ses ressources. Un officier reconnut dans un rapport que ces hommes étaient réduits à peu plus que leur propre chemise. La question qui flottait depuis des semaines
combien de temps l'Union soviétique résisterait-elle à cette nouvelle attaque, commença à trouver lentement, presque imperceptiblement, sa réponse. Le premier signe fut que les combats, tant dans les forêts denses du Caucase que dans les déserts pierreux de Stalingrad, devenaient de plus en plus durs. La bataille sur la Volga, en particulier, devint un duel entre dictateurs, une question de prestige absorbant de plus en plus de troupes. Le 28 juillet, Staline donna son célèbre ordre « Pas un pas en arrière ». Dans un discours public du 8 novembre, Hitler répondit que la bataille de Stalingrad était, en gros, déjà décidée. Mais la victoire ne pouvait être invoquée par des mots. Le service de renseignement allemand échoua à nouveau de manière catastrophique. Les 19 et 20 novembre 1942, deux attaques soviétiques brisèrent les lignes allemandes fragiles et surétendues dans la steppe glacée au nord et au sud de Stalingrad. Ces secteurs étaient principalement occupés par les alliés de l'Allemagne, mal dirigés, mal équipés et tout simplement incapables de remplir la tâche. Ils avaient peu de moyens pour s'opposer aux coins blindés soviétiques qui avançaient. L'inévitable se produisit. Le 22 novembre, la 6e armée allemande était encerclée. 200 000 hommes étaient piégés au milieu d'une immense ruine entourée d'une steppe glacée et de 7 armées soviétiques. 25 000 soldats allemands furent évacués par avion du siège, 110 000 tombèrent en captivité soviétique, seuls 5 000 revinrent en Allemagne. « Ceci est la dernière lettre que je pourrais t'envoyer », écrivit un caporal allemand. « Cette fois, nous n'avons simplement pas eu de chance. Si ces lignes arrivent à la maison, alors ton fils n'est plus ici, je veux dire, sur cette terre. » Le 2 février 1943, les dernières unités allemandes capitulèrent. Température moins 31 degrés, brouillard et brume rouge sur Stalingrad, station météorologique fermant. Salutations à la patrie, fut le dernier message radio allemand reçu par la Wehrmacht depuis Stalingrad. Malgré tout le drame, malgré toutes les conséquences, ce n'était pas le tournant de la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble. Le renversement général de fortune, qui avait déjà commencé à l'hiver 1941 à 42 et qui peut être suivi particulièrement sur le front de l'Est, était plutôt un processus dynamique. Les chances de victoire soviétique se réduisaient à mesure que les chances allemandes s'allongeaient. Pourtant, de nombreux contemporains ressentirent que la bataille de Stalingrad constituait le point tournant de la guerre, car l'extinction lente, laborieuse et finalement inutile de toute la 6e armée acquit une valeur symbolique extrêmement puissante. Selon un rapport des services de renseignement, les Allemands étaient profondément perturbés. Les partenaires de l'Allemagne commencèrent à reconsidérer leur rôle et l'espoir pour les Alliés grandit. À ce moment-là, le Grand Reich allemand dominait encore presque toute l'Europe, du moins sur la carte. Les sections nord et centrales du front de l'Est, où se déroulait une guerre d'usure épuisante mais inachevée, semblaient encore relativement sûres. Chaque guerre exige de ceux qui la vivent un prix fait de souffrance, d'efforts et de larmes. S'en souvenir n'est pas une évidence, mais plutôt une obligation morale. Cette conscience aide à comprendre dans quelles conditions réelles on combat. Néanmoins, l'affrontement entre l'Allemagne et l'Union soviétique présentait des traits particuliers, notamment une radicalisation extrême qui se fit sentir d'abord chez les soldats de rang inférieur. L'environnement naturel et le climat ont marqué de manière décisive l'expérience de la guerre, au point que, à bien des égards, la vie quotidienne des troupes allemandes ne différait guère de celle des soviétiques. Les lettres, journaux et mémoires des combattants répétaient toujours les mêmes thèmes. Le poids insupportable de la guerre et, en même temps, les petites histoires qui en découlaient, l'euphorie d'une bataille gagnée ou d'une aventure vécue, la camaraderie intense qui permettait de résister au-delà de l'imaginable, les humiliations imposées par la machine militaire rigide avec le sentiment de sécurité qu'elle procurait aussi, l'expérience brutale de tuer et d'être la cible de l'ennemi, la perte de compagnons proches et la culpabilité laissée par cette absence, et enfin l'apathie, le désespoir et la peur absolue. Dans ces circonstances, l'existence du soldat se réduisait, pendant des semaines ou des mois, à survivre jour après jour et à la petite communauté de son unité. Tout le reste passait au second plan. Ainsi, les combattants manquaient de vision globale et ignoraient presque totalement les intentions des hauts commandements. « Nous voyons à peine notre propre secteur du front », écrivait un caporal en janvier 1943, « et nous ne savons pas ce qui se prépare au-delà. »
Cela ne signifie pas que le déploiement de ces soldats était dépourvu de conséquences politiques ou qu'ils étaient indifférents à la superstructure militaire, politique et idéologique de la guerre. Des deux côtés, il n'était pas rare de combattre avec une dévotion extraordinaire, presque religieuse, en grande partie parce que chacun croyait être dans son droit. D'un côté, le mensonge propagandiste d'une attaque préventive, de l'autre, un appel à la soumission totale pour défendre la patrie. Un recrue soviétique en janvier 1943 révélait n'avoir qu'une seule pensée, devenir tireur d'élite et détruire les fascistes le plus rapidement possible pour que nous puissions à nouveau vivre heureux et libres et revoir nos chères mères, sœurs et fiancées. Comme presque en réponse directe, une lettre envoyée du front de l'Est en novembre 1944 par une jeune infirmière allemande de la Croix-Rouge disait que la guerre ne serait perdue que lorsqu'on déposera les armes. Tant qu'il restera un coin d'Allemagne libre de l'ennemi, je ne croirai pas que l'histoire a condamné mon peuple à mort. Mais rien n'est plus inexact que d'expliquer la situation des soldats et leurs actions uniquement à partir de leurs convictions personnelles. Celles-ci étaient, dans leur immense majorité, déterminées par d'autres facteurs. Sales, obéissants et surchargés, les soldats se sentaient irrémédiablement à la merci de la guerre et d'un vaste système de division du travail fondé sur les ordres et la soumission, où seule la logique militaire comptait. Il est indéniable que les individus avaient également un certain degré de responsabilité personnelle au sein de ce système. Parfois, cette responsabilité était importante du fait de la situation, d'une mission ou simplement de leur grade. Mais il était beaucoup plus fréquent que les individus aient peu d'opportunités d'exprimer leurs opinions ou de prendre des décisions. La plupart des soldats occupaient des postes subalternes ou remplissaient des fonctions subordonnées, et leurs responsabilités concernant ce qui se passait restaient donc limitées. C'est ce contexte qui façonnait leurs pensées et leurs actions plus que tout autre facteur. Contrairement à l'opinion générale, ni les combats ni les crimes de guerre n'étaient constants sur le front de l'Est. La vie quotidienne des soldats se caractérisait par des expériences relativement monotones, transports ou marches interminables, creuser des positions ou chercher de quoi manger, un endroit pour se reposer ou un peu d'intimité, monter la garde dans des postes éloignés, recevoir des ordres, aller à l'hôpital de campagne ou simplement attendre que quelque chose se produise. Tout cela était interrompu de temps à autre par des phases de drame et d'intensité où beaucoup pouvaient se décider en quelques instants, son propre sort, celui de l'ennemi et aussi celui de la population civile. En réalité, les événements militaires eux-mêmes conduisaient rarement à des crimes de guerre. Bien que le combat fût dynamique et nécessairement caractérisé par le contact avec les soviétiques et par une imprévisibilité déstabilisante qui pouvait parfois conduire à des crimes de guerre, ces opérations étaient néanmoins centrées sur l'affrontement avec un ennemi militaire et par conséquent la violence possédait au moins une certaine symétrie et égalité. Pendant les périodes de combat, les soldats individuels étaient également poussés par des forces échappant à leur contrôle. La situation était très différente une fois que la bataille s'était déplacée ailleurs. C'est alors que la responsabilité individuelle prenait toute son importance. Il n'est pas surprenant que la majorité des crimes commis pendant la guerre aient eu lieu très loin de la ligne de front. Ce n'étaient pas les seules similitudes dans la vie quotidienne des soldats allemands, les Lancers, et des troupes de l'armée rouge. Les deux ont appris une nouvelle dureté et une immense capacité de souffrance, une autre des raisons pour lesquelles ils cédaient si peu de terrain au combat. Les deux armées supportaient également un poids énorme d'attentes de la part de leurs commandants politiques et militaires suprêmes, dont le leadership, trop souvent amateur, faisait très peu pour alléger ce fardeau. Dans la Wehrmacht, comme dans l'armée rouge, le consensus étroit entre le front et l'arrière, ainsi que la peur de l'ennemi, rendait impossible pour de nombreux soldats d'envisager l'option de se retirer de la guerre. En réalité, la désertion ou la capture entraînait les graves dangers d'être coincés entre deux dictatures totalitaires. Les prisonniers de guerre, dans de nombreux cas, ont été confinés dans des lieux qui rappelaient de manière inquiétante des camps de concentration et même d'extermination. Bien qu'il existât des différences notables entre les forces opposées, il y avait aussi des similitudes marquées, car le comportement des soldats reflétait les systèmes politiques et militaires qui les façonnaient. Dans le cas allemand, l'une des clés de leur premier succès militaire fut l'autonomie relative accordée aux combattants pour accomplir leur mission.
Cependant, cette liberté s'érodait à mesure que la situation sur le front devenait plus désespérée et que l'obsession d'Hitler de contrôler chaque détail atteignait des proportions pathologiques. Dans l'armée rouge, un phénomène inverse s'est produit. Avec le temps, les troupes ont gagné une certaine marge de manœuvre, une sorte d'émancipation. Cependant, ce progrès se faisait dans un cadre brutal, où la vie des soldats était traitée avec une indifférence extrême. Aucune autre armée n'a éliminé autant de ses propres hommes que l'armée soviétique. Lorsque l'on analyse les crimes de guerre commis par la Wehrmacht et l'armée rouge, les différences sont plus frappantes que les similitudes. Le contraste se constate non seulement à l'échelle des abus, mais aussi dans la mentalité et la logique qui les ont motivés. Le développement militaire des deux camps a également évolué dans des directions opposées. Alors que la situation des soldats allemands se détériorait inexorablement, l'expérience constante de victoire offrait aux soviétiques un soulagement partiel face aux conditions extrêmement difficiles qu'ils subissaient. Au final, au-delà des idéologies ou des systèmes politiques, ceux qui ont combattu dans cette guerre partageaient une même certitude. Ceux qui ont survécu n'ont jamais pu effacer de leur mémoire ce qu'ils avaient vécu. La vie des volontaires de la SS sur le front de l'Est, une histoire épique. Dans la guerre contre l'Union soviétique, une force militaire allemande a émergé dont la croissance fut surprenante. Ce qui avait commencé comme un contingent réduit au début de la campagne s'est finalement transformé en une armée de plus de 30 divisions avec une identité propre. C'était la Waffen-SS, une organisation dont le développement était étroitement lié au front de l'Est. Il n'existait pas une SS unique comme corps uniforme, mais un ensemble de formations diverses reliées au parti nazi et subordonnées à Adolf Hitler par l'intermédiaire de Heinrich Himmler. Parmi elles, la Waffen-SS se distinguait par son rôle de combat direct, devenant l'une des composantes les plus redoutées de la machine de guerre allemande. Près d'1 million d'hommes ont servi dans ses rangs. Dans un nombre aussi important, il y avait de tout. Des soldats disciplinés qui se consacraient loyalement à la guerre, mais aussi des individus au caractère criminel. Ce mélange reflète la complexité d'un corps militaire qui, encore aujourd'hui, reste entouré de controverses. Beaucoup de ces anciens combattants ont affirmé n'avoir jamais vu un camp de concentration ni en avoir assuré la garde. Ils ont également souligné que, tandis qu'on les accusait de représenter la politique raciale de Himmler, dans leur division combattaient aussi des hommes que le régime lui-même avait classés comme races inférieures. La contradiction faisait partie de la réalité de la Waffen-SS sur le front de l'Est. Depuis les origines du Parti national-socialiste, les SS sont apparus comme une garde personnelle destinée à protéger Adolf Hitler. Ce petit groupe, conçu comme une escouade de défense, allait bientôt jouer un rôle beaucoup plus important dans le mouvement. Après 1934, avec l'élimination du pouvoir des SA lors de la soi-disant nuit des longs couteaux, les SS commencèrent à se développer rapidement, gagnant influence et prestige au cœur du régime nazi. En peu de temps, cette force paramilitaire comptait déjà ses propres régiments, appelés Standarten. De ces premières unités naquirent des formations comme Deutschland et Germania, tandis qu'à Berlin s'établissait la redoutable Leibstandart SS Adolf Hitler. Avec l'annexion de l'Autriche, la structure se développa encore davantage avec la création du Der Führer. Ce qui avait commencé comme une garde réduite se transformait en la base de ce qui allait devenir la Waffen-SS. L'un des grands défis fut le manque d'officiers. Pour combler ce vide, on fit appel à d'anciens sous-officiers de l'armée allemande, des vétérans avec plus de 10 ans de service. C'étaient des hommes endurcis par la discipline, pour la plupart issus de familles ouvrières, apportant un savoir-faire pratique de la guerre. Beaucoup d'entre eux progressèrent rapidement, passant de la direction de compagnies à la commande de bataillons, puis de divisions entières. Pour assurer un vivier constant de cadres, des écoles Junker furent créées, des centres de formation exigeant d'avoir servi d'abord comme simple soldat avant d'obtenir un grade d'officier. Ainsi, la Waffen-SS construisit un corps de commandement particulier, forgé à la fois dans l'expérience du front et dans la rigueur d'une éducation militaire implacable. Une armée politique, née de la garde personnelle d'Hitler, qui allait bientôt jouer un rôle majeur sur le front de l'Est. Lorsque certains officiers professionnels ont rejoint les SS, ils ont introduit des concepts audacieux, voire controversés, au sein de l'armée allemande. L'un des plus remarquables fut Felix Steiner. Il rompit avec la stricte tradition des marches et des formations dans la cour d'instruction
les remplaçant par un entraînement pratique, avec tirs réels et situations de combat simulées. Au printemps 1939, son unité, le régiment Deutschland, présenta ses tactiques lors d'une démonstration devant Hitler. Le Führer, suivant la scène à travers ses jumelles, demanda quand commencerait l'attaque. Steiner lui répondit calmement « Elle est déjà en cours depuis 20 minutes ». Ce que Hitler n'avait pas perçu était la clé de l'innovation. De petits groupes d'assaut progressant rapidement, silencieusement et presque invisiblement, sans s'arrêter devant le feu, toujours en mouvement. C'était un style de combat flexible, rompant avec la rigidité de l'armée traditionnelle. En moins de 20 minutes, cette force avait parcouru 3 kilomètres et atteint son objectif avec une énergie intacte. Ils étaient prêts pour le combat rapproché, utilisant grenades, charges explosives et armes automatiques. Cette démonstration convainquit Hitler que Steiner avait conçu une méthode de guerre moderne, létale et adaptée au front qui allait bientôt exploser en Europe. Lors de la campagne contre l'Union soviétique, un phénomène surprenant se produisit. Pour beaucoup, cette guerre devint une véritable croisade contre le communisme. L'inattendu n'était pas la participation de pays à forte tradition catholique, mais l'arrivée de volontaires provenant de cultures très différentes, des froids territoires scandinaves aux communautés musulmanes du sud-est européen. Néerlandais, norvégiens, chrétiens et même adeptes des anciennes croyances nordiques marchaient sous les mêmes insignes. Chacun avait un motif différent, convictions politiques, théories raciales, désir d'aventure ou idée de défendre ce qu'ils considéraient comme la civilisation occidentale face à l'avancée soviétique. En réalité, la motivation individuelle était secondaire. Ce qui frappait, c'était la diversité des origines et la conviction avec laquelle ils se joignaient au même front de bataille. Ce mélange forma un contingent unique dépassant les frontières nationales. Pour les SS elles-mêmes, c'était la preuve qu'à l'Est, il n'y avait pas que des soldats allemands qui combattaient. Dans leur vision propagandiste, il s'agissait d'une armée européenne, une force supranationale unie par l'idée d'affronter l'Est au nom de l'Occident. Les pertes des SS sur le front oriental furent dévastatrices. Après le premier hiver, le régiment Der Führer fut pratiquement anéanti après des mois de combat autour de la ville stratégique de Rjev. Lorsque le maréchal Model demanda quelles forces étaient disponibles, le commandant Koum ne put que montrer 35 soldats épuisés restés debout. Plus de 2000 étaient entrés en combat, il ne restait qu'un demi-peloton. Et ce n'était pas un cas isolé. Avec le temps, il devint courant que les divisions SS soient utilisées comme troupes de choc, comme bouchons dans les situations critiques ou comme pointe de lance dans des offensives désespérées. Au fur et à mesure que la guerre avançait, le fossé entre les combattants au front et la direction politique à Berlin se creusait. Les soldats survivants dans les tranchées regardaient avec amertume les ordres irrationnels venant du quartier général de Hitler. L'usure et le sentiment de sacrifice inutile érodèrent le moral. En 1943, lors de la bataille de Kharkov, cette tension atteignit son apogée. Hitler exigea que la ville soit défendue à tout prix, mais le commandant du corps des SS comprit que se conformer à l'ordre reviendrait à condamner ces hommes à l'anéantissement. Les SS avaient juré fidélité absolue au Führer. Leurs uniformes portèrent la devise « Mon honneur s'appelle fidélité ». Cependant, à ce moment critique, le général Hausser prit la décision de sauver ses troupes et désobéit à l'ordre de Hitler. Kharkov fut abandonné, exposant ainsi la contradiction entre l'obéissance aveugle et la nécessité de survivre sur le front de l'Est. Le refus d'exécuter des ordres marqua un tournant au sein des SS. Ce fut la première fois que leurs officiers se confrontaient ouvertement aux directives venues d'en haut. Beaucoup d'officiers étaient convaincus que les dispositions venant du sommet étaient absurdes et que, en réalité, leurs hommes étaient consciemment sacrifiés. À cette méfiance s'ajoutait la perception que le haut commandement de l'armée utilisait les SS comme chair à canon, leur imposant le poids le plus lourd des combats pour les affaiblir en tant que rivaux potentiels. Ainsi, il n'est pas surprenant que le moral des SS devienne amer, marqué par l'introspection et le ressentiment. Des louanges publiques furent adressées à leur capacité sur le champ de bataille, y compris par des figures comme Guderian, qui affirma que plus la guerre avançait, plus ils faisaient partie de l'armée régulière. Mais parmi les hommes persistait toujours la conviction qu'ils étaient les premiers à recevoir des ordres pour des assauts inutiles. Le refus de Felix Steiner de lancer son armée pour sauver Berlin fut l'aboutissement de cette tension.
un exemple de loyauté envers ses troupes qui pesait plus que son serment envers Hitler. Dans ce climat, un esprit de fraternité se développa et devint l'essence des SS combattants. C'étaient des hommes qui acceptaient que la mort soit inévitable, mais qui trouvaient de la force dans la promesse de ne jamais abandonner un camarade. Cet engagement se traduisit par des actes extrêmes. Les blessés n'étaient pas laissés derrière, et ceux trop gravement touchés pour se déplacer ne devaient pas tomber vivants aux mains de l'ennemi. Même dans les situations les plus désespérées, les unités prises au piège ou encerclées étaient secourues autant que possible. La camaraderie devint la dernière raison d'être d'un corps qui combattait aux limites de la résistance humaine. La campagne à l'Est a été marquée par des épisodes de camaraderie qui allaient au-delà des SS elles-mêmes. En 1943, la division Leibstandart reçut l'ordre de secourir la 302e division d'infanterie, une unité allemande en retraite sous l'offensive soviétique et qui transportait plus d'1 millier de blessés. À ce moment-là, la Leibstandart combattait également dans des conditions extrêmes, essayant de maintenir la ligne sur la rivière Donez. Le général Sepp Dietrich prit une décision immédiate, retirer le bataillon panzergrenadier de Jochen Peiper de sa position et l'envoyer en mission de secours. Les blindés de Peiper traversèrent la rivière, franchirent les formations soviétiques et résistèrent à des contre-attaques féroces jusqu'à atteindre la division encerclée. Une fois sur place, ils formèrent un périmètre défensif et maintinrent la position face à la pression ennemie, assurant l'évacuation réussie des blessés et de l'infanterie de l'autre côté du Donetsk. Lorsqu'ils découvrirent que la glace ne supportait pas le poids des semi-chenillés, Peiper ordonna une manœuvre audacieuse. Ces hommes percèrent de nouveau les lignes de l'armée rouge et atteignirent un pont renforcé à côté d'une tête de pont allemande. Ce fut une manœuvre risquée, mais elle leur permit de sauver à la fois leurs hommes et les camarades qu'ils étaient venus secourir. Pour compenser les énormes pertes subies depuis le premier hiver, les commandants firent de nouveau appel au recrutement de volontaires européens. On leur promettait l'indépendance dans une future Europe dirigée par le nazisme. Cependant, ces promesses n'étaient qu'un outil de propagande. Elles ne seraient jamais tenues. Le climat brutal du front de l'Est, la guerre contre la nature. L'hiver 1941 à 1942, l'un des plus rigoureux de l'histoire moderne de la Russie, confronta les soldats allemands à un ennemi aussi redoutable que l'armée rouge, le climat. Un ancien lieutenant-colonel ayant vécu cet enfer pendant 3 hivers résumait l'expérience de manière brutale. Ceux qui ont réussi à s'adapter ont survécu, les autres ont péri. Ce qui pouvait sembler à première vue une explication trop simple, presque un souvenir glorifié de vétérans, s'avéra être vrai. D'autres survivants confirmèrent que cet hiver-là, la lutte se réduisait aux instincts les plus basiques. C'était un retour à la vie primitive, où chaque homme dépendait de sa capacité à résister et de sa volonté de respirer un jour de plus. Les températures atteignaient des extrêmes insupportables. La nourriture manquait, les bottes gelaient, les armes se bloquaient à cause de la glace, et le manteau n'était jamais suffisant. Seule la solidarité de ceux partageant la tranchée offrait un répit. Pourtant, la plupart du temps, chaque soldat menait un combat solitaire contre un froid apparemment infini. L'arrivée de l'hiver 1941 surprit les soldats allemands mal préparés. Du plus haut commandement, peu de mesures avaient été prises pour équiper les troupes de vêtements chauds, d'armes appropriées ou de rations suffisantes pour survivre aux températures glaciales. Les témoignages des vétérans révélaient un même schéma de souffrance partagée. Un combat quotidien contre le climat qui marqua la vie sur le front oriental. Dès l'automne de cette année-là, de nombreux officiers comprirent que le haut commandement allemand était complètement déconnecté de la réalité vécue dans les tranchées. Il n'avait pas anticipé les mers de boue créées par les pluies torrentielles, ni conçu de plans efficaces pour y faire face. Le résultat fut que des milliers d'hommes se retrouvèrent coincés sur un terrain impraticable, tandis que leurs uniformes et bottes se détérioraient rapidement. Leurs véhicules s'embourbaient et leur équipement était incapable de résister aux conditions du front russe. En revanche, l'armée rouge était bien mieux préparée. Matériel plus résistant, uniformes adaptés au froid et logistique adaptés au terrain. L'automne 1941 révéla des erreurs qui, à l'arrivée de l'hiver, devinrent une menace mortelle. La neige tomba tôt, dès la première semaine d'octobre, et les gelées nocturnes rendirent la vie des soldats mal équipés insupportable.
Il n'existait pas de fortification profonde pour se réfugier. Le haut commandement allemand avait prévu d'avancer sans pause, pas de s'enterrer. L'ordre était clair, continuer l'attaque sur Moscou, poursuivre le siège de Leningrad. Lorsque les premières neiges tombèrent, les unités de pointe combattaient depuis des mois sans relâche depuis le début de l'opération Barbarossa. Il n'y avait ni rotation, ni relève, ni répit. Le front était trop vaste et les divisions trop peu nombreuses pour être retirées de la ligne. La fatigue physique s'ajoutait à l'épuisement mental, et bientôt les maladies respiratoires et les engelures se répandirent dans les rangs. Même les blessures légères se compliquaient. Des coupures ou des éraflures qui guérissaient en quelques jours en été nécessitaient désormais des semaines de traitement dans les hôpitaux arrières. Sur le front, les compagnies se réduisaient à la force d'une section. L'usure était implacable. Les renforts arrivaient en retard et en nombre insuffisant. La plupart étaient de jeunes recrues inexpérimentés ou des vétérans affaiblis après de longues convalescences. L'écart entre les pertes et les incorporations s'élargissait chaque jour. Le résultat était inévitable. Moins d'hommes pour couvrir une ligne trop vaste, plus vulnérable et de plus en plus proche de l'effondrement. La fin du front de l'Est, la chute du géant de fer. Pendant les premiers mois de 1945, les conditions sur le front de l'Est étaient misérables, non seulement pour le plus récent des recrues, mais aussi pour le vétéran aguerri ayant survécu à de longs mois de combats acharnés contre l'armée rouge. Le climat froid et rigoureux de février et mars empêchait les soldats de creuser des tranchées de plus de quelques pieds de profondeur. Cependant, les principaux problèmes auxquels l'armée allemande était confrontée à cette période de la guerre étaient le manque de munitions, de carburant et de véhicules. Certains véhicules, au sein des divisions, ne pouvaient être utilisés qu'en cas d'urgence, et il était strictement interdit aux troupes de les utiliser sans l'autorisation de l'officier commandant. La ration quotidienne moyenne par division était limitée à 2 obus par canon. Des milliers de civils sous-alimentés, principalement des femmes et des travailleurs forcés, étaient contraints de marcher pour dépenser toute leur énergie disponible à creuser de longues lignes de fossés anti-chars. Pour le bénéfice des caméras des actualités, qui visaient à renforcer d'une certaine manière le moral des troupes, Hitler effectua une visite secrète le 13 mars 1945 sur le front de l'Oder. En réalité, il ne rencontra aucun soldat ordinaire et fut toujours entouré de gardes SS lourdement armés. Lors de sa brève conférence de guerre sur la situation terrible de son armée, il prononça un discours officiel sur la nécessité de maintenir les positions. Il dit au général Buss, commandant de la 9e armée, d'utiliser toutes les armes et équipements disponibles pour contenir les Russes. Cependant, rien ne pouvait arrêter l'avancée de l'armée rouge. Sur le front de la Vistule, les troupes allemandes parvenaient à peine à tenir leur position vacillante, s'étendant sur environ 175 miles, de la côte baltique à la confluence de l'Oder et de la Ness, en Silésie. La majeure partie du front se tenait désormais sur la rive occidentale de l'Oder. Au nord, l'ancienne ville de Stettin et au sud, la localité de Kustrin, étaient tous deux des points de résistance vitaux contre l'objectif principal de la guerre russe, Berlin. Fin mars, la situation du groupe d'armées de la Vistule s'était considérablement aggravée. Non seulement les fournitures s'épuisaient, mais les rations étaient également si réduites que certains soldats commençaient à souffrir de la faim. Dans les rangs, les rations étaient plus abondantes. La plupart des jours, chaque soldat recevait du pain de l'armée et un peu de ragoût ou de soupe, souvent froide et peu appétissante. Mais le principal problème était le manque d'eau potable. En conséquence, de nombreux soldats souffraient de dysenterie. La majeure partie du front de la Vistule était occupée par des unités d'instruction inexpérimentées. Certains soldats étaient si jeunes que leurs rations contenaient des bonbons au lieu du tabac. Les soldats plus expérimentés observaient que les soviétiques jouaient avec eux comme le chat et la souris. Assis dans leurs tranchées, recroquevillés sous les bombardements soviétiques constants, presque tous les hommes semblaient obsédés par une seule chose, l'ordre de se hâter et de se retirer. Malgré toutes ces faiblesses sur le front de la Vistule, l'armée allemande pouvait encore être un adversaire redoutable. Jeunes et anciens combattaient ensemble pour maintenir une certaine ligne face à l'assaut massif russe. Dans les derniers mois de la guerre sur le front de l'Est, les divisions d'infanterie allemandes faisaient tout leur possible pour établir une sorte de ligne défensive le long d'un front de plus en plus réduit. Des unités squelettiques, épuisées et démoralisées,
qui avaient lutté pour survivre les semaines précédentes, étaient désormais pleinement conscientes de la défaite imminente à l'Est. Pourtant, l'état-major allemand restait déterminé à se battre coûte que coûte, même si cela signifiait improviser des régiments et des bataillons incapables ou gravement décimés. Fin mars 1945, aux environs à l'est de Berlin, les troupes d'infanterie et blindées allemandes furent contraintes de tenir la ligne face à une supériorité écrasante soviétique en artillerie et en aviation. Les soldats du Reich manquaient à la fois d'effectifs et d'armements suffisants pour contenir l'avancée russe, bien que certains secteurs continuassent de résister obstinément. Le front oriental, où les Allemands avaient pénétré victorieusement jusqu'au cœur de l'Union soviétique à l'été 1941, n'était désormais plus qu'à un peu plus de 100 000 km de la capitale du Reich. Entre Berlin et l'Oder se concentrait un mélange hétérogène de combattants, soldats réguliers, unités de la Waffen-SS, miliciens du Volkssturm, jeunes de la Hitlerjugend et contingents de la Luftwaffe, tous improvisant des défenses face à l'assaut final imminent de l'armée rouge. Le 16 avril 1945, lorsque l'offensive soviétique sur l'Oder commença, les positions allemandes furent balayées en quelques jours. Les forces furent repoussées lentement jusqu'aux portes mêmes de Berlin. C'est là que le soldat allemand livra les derniers combats à l'Est, jusqu'à être anéanti ou fait prisonnier. En mai 1945, le bruit des armes s'éteignit en Europe. La guerre était terminée. La plupart des soldats allemands partis vers l'Est à l'été 1941 étaient morts, blessés ou disparus à jamais. Le prix en vies humaines se comptait par millions, et la question inévitable était « qu'avait-on obtenu en échange d'un tel sacrifice ?» L'ambition de conquérir des territoires jusqu'à la Volga s'était effondrée. Au lieu d'élargir ses frontières, l'Allemagne avait vu l'Union soviétique étendre les siennes vers l'ouest. Le résultat fut l'ascension de Moscou au rang de superpuissance. Les nouvelles frontières n'étaient plus tracées sur le Bug, mais à une courte distance du Rhin. La carte politique de l'Europe avait changé pour toujours. Le système soviétique que Hitler pensait renverser d'un seul coup décidait désormais du sort de la moitié du continent. Le souvenir de la guerre est gravé dans toute l'Europe, visible dans les monuments et les cimetières militaires. Mais sur le sol soviétique, les traces de l'armée allemande ont complètement disparu. Le régime a décidé qu'il n'y aurait pas de mémoire pour ceux considérés comme des envahisseurs et des criminels. Tous les cimetières allemands ont été détruits, leurs symboles effacés. Croix arrachées, inscriptions renversées, tombes nivelées. La terre a été labourée et replantée. Avec le temps, la steppe a retrouvé son aspect naturel et les champs ont de nouveau fleuri. Sous eux reposaient les restes d'une armée vaincue, cachée à jamais, sans lieu où leurs compatriotes pourraient venir les pleurer. La nature a fini par effacer les traces de la guerre. Les forêts ont repris possession des terres et la steppe s'est à nouveau couverte d'herbe, comme si aucun canon n'avait tonné ni blindé brûlé. Il ne reste rien pour rappeler les colonnes en retraite, les combats désespérés ou la joie amère de ceux qui ont survécu un jour de plus. En revanche, sur les terres où l'armée rouge a avancé victorieusement, des monuments ont été érigés pour commémorer les morts. Tous partagent le même langage. Des figures de soldats soviétiques en attitude solennelle, le regard fixé vers l'ouest, dressés sur des socles en granit ornés d'armes de guerre. Un canon anti-char, un T-34 ou une pièce d'artillerie accompagnent ces sculptures, proclamant la puissance des forces soviétiques. Dans certains de ces lieux, même aujourd'hui, des gardes en uniforme marchent avec une précision militaire, exécutant le pas-doigt hérité de la tradition allemande, jusqu'à occuper leur poste devant les mémoriaux. Ils restent fermes et impeccables, rappelant au centre de Berlin que c'est de là que sont partis les ordres qui ont embrasé le front oriental pendant presque 4 ans. Le Reichstag a été détruit, le bunker de Hitler est en ruine, et les imposants bâtiments d'où les campagnes ont été planifiées n'existent plus. Tout semble avoir été oublié, cependant pas complètement. En Allemagne, les associations de vétérans publient encore des listes de disparus, des hommes engloutis par la neige, la boue ou le feu, des centaines de milliers de soldats dont le sort reste inconnu. Dans de nombreux foyers allemands persiste l'espoir qu'un jour certains d'entre eux reviendront de prison. Bien que Moscou affirme qu'il ne reste plus de prisonniers de guerre, beaucoup sont convaincus que derrière le rideau de fer se trouvent encore des hommes tombés dans une captivité sans fin il y a plus de 3 décennies.
L'ampleur des pertes sur le front de l'Est préoccupait profondément les dirigeants nazis allemands, mais aussi de nombreux hommes ordinaires, inquiets de la disparition de tant de futurs pères, futurs dirigeants de leur pays. L'un d'eux était un aumônier d'une unité de Gebirgsjäger de Styrie, qui avait combattu aux côtés de ces hommes pendant les longues années de guerre. Que ces paroles d'angoisse et de préoccupation servent d'épitaphe à cette guerre sur le front oriental. Il les a écrites à l'automne 1941, peu après la bataille d'Uman. Aujourd'hui, j'ai enterré quelques-uns de mes anciens paroissiens, des Gebirgsjäger, morts sur cette terre épouvantable. 3 lettres de plus à écrire pour les ajouter au total de toutes celles que j'ai déjà rédigées dans cette guerre. Les noms des morts rayés sont désormais plus nombreux dans mon carnet de poche que ceux des vivants. Ma paroisse saigne sur les plaines de ce pays. Nous mourrons tous ici.